Hi everyone and welcome. Today, I'm very Bonjour pleased à to be toutes et à joined tous, by et Theodore bienvenue. Postol. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Théodore Postol, Emeritus of professeur Science, émérite de Technology sciences, and Information technologies et Security sécurité at internationale au MIT. MIT. Il est Also également known reconnu for comme l'un des being a principaux leading spécialistes des armes scholar nucléaires, in des nuclear missiles weapons, balistiques, de la ballistic défense missiles, antimissiles et missile d'autres defense, systèmes d'armes capables de and détruire l'humanité. other weapons Pour cette raison, systems au-delà du monde to académique, destroy il a humanity. aussi conseillé le For this Pentagone. reason, Donc, he bienvenue à called nouveau me dans and l'émission. also C'est un advised for the plaisir de vous attendance. recevoir à nouveau. Welcome back to the program. It's great to have you on again. Very nice to be back. Eh bien, c'est très agréable d'être de retour. Je pourrais dire que c'est très agréable d'être de retour, mais c'est malheureux que je sois de retour parce que j'ai juré de minimiser mon temps sur Internet, sauf lorsque j'ai quelque chose d'unique à offrir, quelque chose qui relève de mes compétences. Et malheureusement, il semble que nous ayons un autre sujet qui relève de mes compétences à traiter. Yes, and this is what we have been Oui, speaking of. et c'est justement ce dont nous parlons, à savoir le dôme d'or proposé par Golden Trump, Dome with, avec des composantes space spatiales, components, un programme de défense antimissile. Mais encore une fois, comme le savent les spécialistes de la sécurité internationale, chaque fois qu'on utilise le mot défense, cela ne signifie pas que ce n'est pas perturbateur. Et bien sûr, on peut toujours débattre de la mesure dans laquelle quelque chose est réellement défensif. Car la plupart des armes défensives peuvent aussi être utilisées offensivement. Et encore une fois, vous avez eu la gentillesse d'accepter de partager certaines de vos réflexions sur ce dôme d'or. J'ai également quelques diapositives. Mais si nous commençons simplement par le thème ou la question principale, qu'est-ce que le dôme d'or pour les personnes qui ne suivent pas les détails? Le Dôme d'Or est à mon avis une construction politique. Il n'a vraiment aucune valeur technique, nous en parlerons dans un instant. Mais ce qu'il permet, c'est à Trump de s'adresser à sa base. Autrement dit, il défend l'Amérique, les États-Unis, contre toutes ces menaces, contre les menaces nucléaires venant du monde entier, grandes ou petites. Certaines de ces menaces sont désormais importantes, comme la Chine et bien sûr la Russie. D'autres sont beaucoup plus modestes, comme la Corée du Nord, qui, soit dit en passant, est peu susceptible d'être efficacement neutralisée par l'un des systèmes de défense que les États-Unis possèdent actuellement ou pourraient raisonnablement posséder à l'avenir. Il s'agit donc d'une menace limitée en termes de nombre de missiles, mais ce n'est pas quelque chose de négligeable en ce qui concerne la menace pour les États-Unis. Mais vous savez, la réalité, c'est que la technologie n'est pas vraiment au point pour ce type de défense antimissile. Il y a deux types de défense dont Trump parle actuellement. D'abord, il parle de renforcer les systèmes de défense antimissiles existants aux États-Unis. Il s'agit des intercepteurs Standard Missile 3 basés sur le système Aegis de la Marine, actuellement déployé en mer. Il est difficile de savoir, le Pentagone a été très évasif concernant le nombre de Standard Missile 3. Il existe essentiellement deux types de SM-3. Il y a le bloc 1A et le bloc 2A. Le 1A a une vitesse d'extinction d'environ 3 km par seconde, ce qui n'est même pas utilisable contre des missiles de courte portée. C'est vraiment un système très minimaliste. Le bloc 2A a une vitesse d'extinction plus élevée, d'environ 4 km et demi par seconde, ce qui donne l'apparence d'une certaine capacité, mais ce n'en est pas vraiment une. Et puis il y a le système de défense antimissile basé au sol, qui compte une quarantaine, 44 est le chiffre actuel, d'intercepteurs, qui ressemblent à des ICBM. En fait, jetons-y un coup d'œil rapide. Eh bien, il semble que parce que les armes nucléaires sont un élément clé de dissuasion, elles sont souvent considérées comme des armes défensives.
Le traité ABM initial, le traité sur les missiles antibalistiques, reposait sur la logique que les armes nucléaires étaient dangereuses parce que la défense antimissile pouvait les transformer d'une arme défensive en une arme offensive, avec l'idée que les États-Unis ne pourraient jamais intercepter le grand nombre de missiles soviétiques qui survivraient à une première frappe et pourraient donc être utilisés lors d'une frappe de représailles contre les États-Unis. Mais avec une défense antimissile puissante, l'idée était qu'elle pourrait permettre une première frappe. Oui, c'est le principe. Mais aussi, le traité ABM de 1972, dans son prologue, souligne essentiellement dans un langage très simple, d'ailleurs. C'est un traité intéressant à lire dans sa version originale. Dans le préambule du traité, il dit en substance que si vous disposez de défense antimissile, il sera presque impossible d'ignorer les capacités potentielles de ces défenses pour les dirigeants des différents pays. Tant que vous avez ces défenses antimissiles, il y aura une forte incitation à développer vos forces nucléaires offensives pour les surpasser. C'est la manière la plus évidente et la plus simple de contourner un système défensif. Il suffit de construire davantage de systèmes offensifs. Ainsi, le préambule du traité ABM souligne en fait que ce traité est essentiel pour permettre des limitations des armements. Le traité sur la limitation des armes stratégiques était bien sûr en cours de négociation à cette époque, les premiers traités. Voilà donc le problème. Le problème, c'est qu'avec ces défenses antimissiles, on se retrouve un peu avec le pire des deux mondes. Car, une question raisonnable que les gens peuvent se poser, compte tenu au moins de mes arguments, à savoir qu'elles ne fonctionnent pas, c'est, alors, êtes-vous inquiet à leur sujet? Qu'y a-t-il à craindre si elles ne fonctionnent pas? Eh bien, le problème, c'est qu'aucun adversaire ne peut être certain que les capacités d'une défense existante ne sont pas supérieures à ce qu'il pensait, qu'elles ne pourraient pas évoluer chanter grâce à une innovation technique et changer dans un délai court par rapport à votre capacité à modifier vos forces offensives. C'est donc la préoccupation sous-jacente des dirigeants politiques. Et bien sûr, il y a l'apparence de disposer de capacités, ce qui entraîne ou pourrait entraîner un levier politique qui inquiète également les dirigeants politiques. Car si vous avez un adversaire doté d'un levier politique, c'est un problème majeur lors d'une confrontation directe. C'est donc une autre raison pour laquelle on ne voudrait pas que l'apparence d'une quelconque capacité de défense antimissile, même si elle n'est pas très performante, soit un facteur dans une confrontation politique. Et puis bien sûr, il y a le problème qui préoccupe le plus Poutine. Et je pense que Poutine est très préoccupé par cela. Si l'on examine attentivement ses déclarations, il est extrêmement clair qu'il est très bien informé des limites des défenses antimissiles américaines. Donc, il n'a pas peur que les défenses antimissiles américaines aient une quelconque capacité, mais il en a peur parce qu'il craint que les dirigeants américains soient tellement mal informés qu'ils pourraient un jour se retrouver face à un président américain qui croirait réellement que ces défenses antimissiles ont une certaine efficacité. Et si la personne est si mal informée qu'elle pense que ces systèmes sont efficaces, elle pourrait agir lors d'une crise d'une manière qui obligerait les Russes à réagir. Par exemple, si les États-Unis attaquaient la Russie en croyant à tort qu'ils pourraient réellement faire face à une contre-attaque russe, l'escalade, le résultat en termes d'escalade mondiale menant à la destruction de la civilisation, surviendrait simplement à cause du manque total de compréhension du décideur politique américain. Et c'est clairement, absolument clairement, l'une des grandes préoccupations de Poutine. Et franchement, j'ai tendance à partager son inquiétude parce que j'ai suffisamment côtoyé les dirigeants politiques américains
et, soit dit en passant, les responsables militaires américains pour savoir à quel point certains décideurs de haut niveau, qu'ils soient militaires ou civils, peuvent être totalement ignorants et mal informés. Et ce trait de profonde ignorance, ce fil conducteur dans la prise de décision politique américaine, est préoccupant parce que des gens pourraient faire quelque chose de vraiment dangereux, incroyablement mal informés, qui pourrait déclencher une situation que plus personne ne serait capable d'arrêter. Donc je pense qu'il y a de nombreux niveaux de réflexion sur les raisons pour lesquelles ces défenses antimissiles peuvent poser problème. Et bien sûr, le facteur sous-jacent qui est unique et qui les distingue également des défenses conventionnelles, ce qui peut souvent être une très bonne chose d'un point de vue militaire, c'est le fait que le résultat serait une guerre nucléaire et non simplement un échec militaire conventionnel si votre défense ne fonctionnait pas très bien et que l'ennemi parvenait à vous bombarder avec des forces conventionnelles. L'escalade vers une guerre qui mettrait fin à la civilisation et pourrait réduire la population humaine à presque zéro sur la planète représente une menace existentielle d'une toute autre ampleur que le simple fait que quelqu'un puisse neutraliser vos défenses aériennes conventionnelles et vous bombarder efficacement avec des explosifs conventionnels. Ainsi, le problème de la défense antimissile stratégique nucléaire est vraiment tout à fait unique. Mais ici, devant vous, pouvez-vous voir mon curseur? Probablement pas. Oui, on voit. Vous voyez? Ah, c'est bien. Très bien. Yes, can see. You can see. Oh, that's good. All right. So, the surface-based. Ainsi, les intercepteurs basés au sol que les États-Unis envisagent d'améliorer et de renforcer sont les intercepteurs de défense antimissiles au sol. On les appelle parfois JBIs. Ce sont en réalité de petits ICBM. Ils lancent un intercepteur qui pèse peut-être une centaine ou 200 livres et l'intercepteur se dirige vers une cible. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais j'en parlerai un peu plus tard si notre conversation prend cette direction. Et cet intercepteur pèse environ 22 000 kilos, et il y en a actuellement environ 44. Il n'est donc pas clair pour moi ce que Trump propose exactement, mais il propose probablement d'augmenter le nombre de ces intercepteurs. Mais le nombre est en réalité assez faible par rapport aux forces de la Chine et de la Russie, seulement 44 d'entre eux. D'ailleurs, leur taux d'interception est très probablement proche de zéro, pour des raisons que je pourrais expliquer plus tard. Ensuite, il y a cette seconde catégorie d'intercepteurs, le SM-3, Standard Missile 3 Bloc 2A, et il existe un Bloc 1A, mais celui-ci n'atteint jamais une vitesse suffisamment élevée pour représenter, même théoriquement, une réelle menace. Le 2A atteint une vitesse d'environ 4,5 km par seconde, et c'est une menace très marginale. Encore une fois, j'expliquerai pourquoi en termes de capacité de défense antimissile, mais il est installé sur des navires, et ces navires peuvent se déplacer partout dans le monde. Ils ont donc le potentiel d'être déplacés vers des endroits où ils pourraient être utilisés dans une variété de situations. Donc, par exemple, si nous envisageons d'installer ce missile Standard 3 sur des navires et de les rapprocher des États-Unis, l'intercepteur atteignant 4,5 km par seconde pourrait être utilisé contre une attaque stratégique venant de la Russie ou de la Chine. Et bien sûr, l'intercepteur plus grand et plus rapide pourrait en principe couvrir l'ensemble du territoire américain. Maintenant, au lieu de tourner autour du pot, laissez-moi simplement expliquer pourquoi ces missiles basés en surface n'ont en réalité aucune capacité susceptible d'inquiéter, du moins pour un adversaire. Le véritable problème, ce sont les leurres. Si l'on considère les leurres qui pourraient être construits, tous les intercepteurs fonctionnent dans le quasi-vide de l'espace, et il est très facile de fabriquer un ballon qui voyagerait avec une ogive.
En fait, si je vous montre ici, voici un ballon particulier qui a la forme d'une ogive, mais il n'a pas besoin d'avoir la forme d'une ogive, car vous n'avez aucune résolution spatiale lorsque vous observez avec une caméra infrarouge depuis l'intercepteur. Ceci est en réalité une véritable ogive qui est imitée par ce ballon. Mais encore une fois, il n'est pas vraiment nécessaire de fabriquer un ballon complet de ce type. Voici un leurre rigide. Mais de simples ballons de ce genre fonctionneront également très bien contre la défense. Donc, si vous étiez un intercepteur à guidage autonome, vous verriez un objet lumineux et l'objet viendrait vers vous à 7 ou 8 km par seconde et vous iriez vers l'objet à 7 ou 8 km par seconde. Ainsi, votre vitesse de rapprochement serait d'environ 15 km par seconde. Donc, en 5 secondes, vous êtes pratiquement à près de 100 km de distance. Donc, en 5 secondes, vous devez voir cet objet, l'étudier suffisamment attentivement, car vous n'avez pas une résolution complète, et manœuvrer votre intercepteur pour le percuter dans les 5 secondes dont vous disposez pour manœuvrer. Et c'est une tâche extrêmement difficile. Mais c'est ce que les concepteurs de la défense antimissile aimeraient voir. Ce dont nous sommes absolument certains, c'est qu'ils verraient ceci. Ils verraient des objets tout différents les uns des autres, y compris l'ogive, qui pourrait être rendue différente. Et il n'existe tout simplement aucun moyen technique, aucune science, je ne parle pas de technologie, aucune science qui vous permettrait d'identifier l'ogive parmi les leurs. Donc ces systèmes sont inutiles. Vous n'auriez jamais commencé à les construire si vous aviez compris ce que, soit dit en passant, nous avions compris, qu'il était impossible de distinguer les leurs des ogives. Mon université, le MIT, a été impliquée dans une fraude scientifique où ils ont affirmé, en 1987 et 1988, donc il y a plus de 25 ans, qu'ils disposaient de données d'essai qui pouvaient réellement indiquer qu'ils avaient une chance de différencier les ogives des leurs. Mon université, le MIT. Et je suis devenu persona non grata auprès de l'administration du MIT. Et quand je parle de l'administration du MIT, il y avait 3 présidents du MIT impliqués dans cette fraude contre le peuple américain, faisant de fausses déclarations sur les capacités de ses défenses antimissiles. Le résultat, c'est que des centaines de milliards de dollars ont été dépensés pour ces systèmes de défense, qui n'ont absolument aucune chance de fonctionner. Vraiment aucune chance. Quiconque est capable de construire un missile balistique et d'y placer une ogive nucléaire est tout à fait capable de gonfler un ballon et de le lancer en même temps que l'ogive, le ballon ne pesant que quelques centaines ou dizaines de grammes, des centaines ou des dizaines de ballons, et ainsi de déjouer cette défense antimissile. Il n'y a absolument aucune sophistication là-dedans. C'est une fraude à une échelle gigantesque. Bref, voilà. Ce dont Trump parle, c'est d'augmenter le nombre d'intercepteurs. Il prétend qu'il va apporter des améliorations à la technologie. Ces améliorations seraient sans importance, car il est impossible de distinguer les leurs des ogives. C'est fondamental. Donc la véritable particularité de ce système, c'est la composante spatiale. C'est unique et différent de tout ce qui a été proposé jusqu'à présent comme programme majeur que les États-Unis envisagent de développer. On a parlé d'intercepteurs basés dans l'espace, mais le pays ne s'est jamais engagé à construire un tel système. Mais il semble que Trump dise qu'il va aller de l'avant avec un système basé dans l'espace. Maintenant, le fonctionnement d'un système spatial consiste à placer des satellites en orbite. Laissez-moi vous montrer un exemple typique. Voici une situation où, encore une fois, vous pouvez voir le curseur, du moins je l'espère. Vous placeriez donc des satellites sur des orbites relativement basses. Vous ne pouvez pas les mettre trop bas, sinon la traînée atmosphérique poserait problème.
Par exemple, j'ai représenté ici un satellite à une altitude de 400 km. Cela pourrait être 300 km, ce qui le rapprocherait du sol et lui permettrait d'intercepter un missile balistique intercontinental s'élevant depuis la surface de la Terre. Le problème, c'est que la traînée atmosphérique obligerait à rehausser les satellites. Donc ils n'auraient, vous savez, qu'une durée de vie de quelques années en orbite. Il faudrait donc les remonter. Leur lancement est très coûteux, il faudrait les entretenir en orbite. J'ai donc choisi une altitude de 400 km, qui n'est pas le meilleur choix car la traînée atmosphérique peut aussi y poser problème, mais c'est un bon compromis. Et j'ai décidé que, d'ailleurs, tous ces chiffres sont très proches de ceux avancés par d'autres organisations et analyses. Donc, rien ici n'est exagéré. Et j'ai choisi à titre d'exemple un intercepteur capable d'atteindre 5 km par seconde sur une orbite de satellite à 400 km d'altitude. Ainsi, vous avez des intercepteurs spatiaux logés dans ce que l'on pourrait appeler un satellite spatial. Le satellite disposerait d'un abri, un garage, pour l'intercepteur. L'intercepteur ne peut pas simplement rester dans l'espace. Il y a des radiations, il a besoin d'énergie, de contrôle de la température, de systèmes de communication. Vous savez, il va rester dans l'espace pendant des années. Ce sont donc des considérations importantes. On peut raisonnablement estimer que le poids d'un de ces satellites, intercepteurs compris, serait d'environ 2 tonnes. Cela pourrait être 1500 kg. Il est peu probable que ce soit 2 tonnes. Ce sera probablement plus que cela. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Pour l'instant, c'est de la fiction. C'est ce que j'appelle des systèmes sur transparent, ce dont le Pentagone est très friand. Proposer des systèmes sur transparent qui ne sont jamais construits ou qui finissent par rencontrer des problèmes techniques insurmontables. Il y a des problèmes techniques ici. Je vais supposer, pour les besoins de la discussion générale, que ces problèmes techniques peuvent être résolus. Cela ne doit pas être considéré comme acquis, mais je vais simplement le supposer afin de décrire un système potentiel à votre public. Donc, à cet endroit, ce point rouge ici, je suppose qu'un système de capteurs satellitaires basé dans l'espace, situé à distance, observe le lancement près de la surface d'un missile balistique intercontinental, à une distance considérable, des milliers de kilomètres en aval de l'orbite du satellite. Et je suppose qu'environ 20 secondes sont consacrées au suivi par le satellite distant du vol initial du missile, afin que nous sachions dans quelle direction il se dirige, car nous allons lancer un intercepteur et nous devons savoir où essayer de choisir un point d'interception. Ensuite, nous supposons qu'à ce moment-là, après peut-être 20 ou 30 secondes, nous lançons un intercepteur. Au bout de 70 ou 80 secondes, le satellite s'est déplacé d'environ facilement 1000 km en aval ou plus. L'intercepteur a traversé une phase d'accélération et est maintenant en vol libre. Ensuite, peut-être 160 ou 170 secondes après la détection initiale d'un lancement, l'intercepteur serait en position de frapper l'ICBM avant la fin de son vol propulsé. Voilà l'idée. Si vous voulez voir à quoi ressemble l'une de ces constellations, en voici une. Je l'ai simplement assemblée à partir d'une analyse que j'ai réalisée il y a quelque temps. Ces cercles bleus ici vous montrent la portée de l'intercepteur après la fin de son vol propulsé. C'est donc la portée maximale à laquelle l'interception peut avoir lieu. Par exemple, s'il y a un lancement d'ICBM à cet endroit indiqué ici, encore une fois, vous pouvez voir le curseur juste à droite. Glenn, est-ce que tu vois le curseur ou pas? Oh oui, oui. C'est sur le bon modèle ici, oui. Oui, donc voici un point d'interception. C'est à peu près la région d'où l'ICBM serait lancé.
Ce cercle blanc ici vous montre l'emplacement du satellite au moment du lancement, et cela vous indique la distance approximative parcourue par le satellite avant que l'interception réelle n'ait lieu. Maintenant, sur cette vue ici, voyons si je peux faire ça. Je vais arrêter le partage et revenir au partage. Pouvez-vous voir cette vidéo? Oui, c'est en ligne maintenant. D'accord, très bien. Laissez-moi l'allumer. Voici une vidéo qui vous montre simplement le mouvement de ces satellites. Gardez à l'esprit que ces satellites sont en mouvement. Donc parfois, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les satellites qu'à d'autres moments. Donc si vous voulez dimensionner ou si vous voulez créer une constellation avec un nombre suffisamment important de satellites pour que, par exemple, il y ait toujours un satellite à un endroit où il serait possible d'intercepter un ICBM lancé depuis la surface de la Terre, alors il vous faudra un certain nombre de satellites en orbite. Et ce nombre est probablement proche de 2000 satellites. Dans cette représentation particulière, j'ai 288 satellites. In this particular depiction, I have 288 satellites. Donc, la situation est que vous auriez besoin de quelques milliers de ces satellites en orbite pour pouvoir intercepter un lancement d'ICBM depuis n'importe quel point à la surface de la Terre, dans les caractéristiques orbitales que vous avez choisies. Dans ce cas, il s'agit d'une orbite inclinée à 45 degrés. Vous pourriez choisir des inclinaisons légèrement plus élevées ou plus basses, mais vous obtenez essentiellement un nombre compris entre 1500 et 2000 satellites nécessaires. Donc, par exemple, juste pour vous donner une idée de ce à quoi vous pourriez réellement être confronté. Si vous vouliez pouvoir intercepter un ICBM lancé depuis n'importe où à la surface de la Terre, et que vous aviez besoin de 2000 satellites, il vous faudrait lancer environ 4200 tonnes en orbite, ce qui vous coûterait environ 4,2 milliards de dollars. Mais l'objection à ce système, c'est que se passe-t-il si j'ai affaire à la Corée du Nord? Il est raisonnable de penser que la Corée du Nord pourrait lancer 10 ICBM à l'avenir, une fois qu'ils seront prêts. Donc, au lieu de 2000 satellites en orbite, il en faudrait 20 000. Cela coûterait 42 milliards de dollars pour les lancer. Et si vous deviez faire face à un champ d'ICBM capable d'en lancer bien plus de 100 dans les paramètres d'un seul satellite, il faudrait peut-être mettre 200 000 satellites en orbite, ce qui coûterait 420 milliards de dollars à lancer. Maintenant, ce sont des chiffres très trompeurs que je vous donne, car les 4,2 milliards de dollars pour le lancement correspondent simplement au coût de mise en orbite du poids, vous voyez. Je n'ai pas construit les satellites. Je n'ai pas encore payé le prix pour construire ces satellites. Disons donc que cela me coûte 20 milliards de dollars pour construire et lancer les satellites. C'est plutôt généreux. Donc 20 milliards de dollars deviendrait 200 milliards, ce qui deviendrait ensuite quelques milliers de milliards de dollars. Il faudrait donc potentiellement des milliers de milliards de dollars pour construire une défense significative, car Trump dit qu'il aimerait pouvoir défendre les États-Unis contre des attaques de petite et grande ampleur. C'est ce qu'il affirme. Et il prétend qu'il va engager 175 milliards de dollars à cet effet. Et je pense que s'il dépense cet argent, il est facile de prédire que les États-Unis n'ont absolument aucune capacité défensive grâce à ça. Mais je pense que ce système va créer un grand danger. Et c'est parce que le système possède une capacité anti-satellite extraordinaire. Sur ce schéma ici, je vous montre 3 satellites supposés en orbite à 400 km d'altitude. Si nous regardons d'abord le satellite vert, l'intercepteur destiné à ce satellite a une capacité de 5 km par seconde.
car il est censé être conçu pour pouvoir abattre un missile balistique intercontinental venant de la surface de la Terre. Mais si je veux utiliser cet intercepteur pour attaquer à la place un satellite militaire d'alerte avancé en orbite géostationnaire, il ne me faut que 2 km par seconde pour atteindre cette orbite en 6 heures. En fait, si j'utilise la moitié de la vitesse de l'intercepteur à 5 km par seconde, je peux y arriver en 3 heures. Et si j'utilise l'intercepteur à 5 km par seconde, je peux y arriver en 1 heure et demie à 2 heures. J'ai donc une capacité d'attaque très rapide, avec un préavis très court, contre des satellites à tous les niveaux significatifs. Ce que j'ai montré ici, ce sont les orbites des systèmes de satellites de positionnement global et de GLONASS. Ces satellites se trouvent à une altitude de 20 000 km au-dessus de la surface de la Terre. Les satellites géosynchrones ont une période orbitale de 24 heures, ce qui signifie qu'ils tournent autour de la Terre à la même vitesse que la rotation de la Terre. Cela signifie qu'ils semblent être stationnaires au-dessus d'une région de la Terre. Ces orbites de satellites sont très utiles pour les communications militaires, les communications commerciales, la télévision, le téléphone, toutes sortes de communications, ainsi que pour les procureurs de surveillance. Et vous savez, ils sont absolument essentiels pour les capacités militaires de guerre nucléaire des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Donc ces satellites seraient immédiatement en danger. Et il faut noter que le nombre de ces satellites se compte par dizaines. Donc si l'on parle d'un système de défense antimissile, il s'agirait de dizaines de milliers de ces satellites. Ainsi, dès que vous commencez à déployer ces satellites dans l'espace avec des intercepteurs, en très peu de temps, vous allez disposer d'une capacité antisatellite écrasante qui menacerait les capacités de guerre de la Chine et de la Russie, ainsi que potentiellement d'autres pays. C'est donc un problème majeur qui va constituer une menace pour la stabilité internationale et il est difficile de prévoir quelles seront les réponses. On peut considérer les satellites comme des objets essentiellement stationnaires. Une orbite est parfaitement connue. L'emplacement d'une orbite est parfaitement connu. Ainsi, les satellites passent une grande partie de leur temps exposés à la lumière du Soleil. L'intercepteur n'a donc même pas besoin d'être un intercepteur à guidage infrarouge. En d'autres termes, il pourrait être à guidage optique. Et les intercepteurs à guidage optique sont très faciles à construire, car les réseaux de plans focaux des intercepteurs optiques qui fonctionnent dans le spectre de la lumière visible, tous les appareils photo que vous achetez en sont capables. Fabriquer ces intercepteurs exotiques à guidage infrarouge est plus difficile. Ainsi, les États-Unis disposent effectivement d'un avantage en ce moment, à cette période. Ils ne conserveront pas cet avantage. Mais la plupart de ces satellites, tous les satellites, seront exposés à la lumière du Soleil pendant une période raisonnable. Donc si la riposte à ce système consiste à attaquer les satellites américains, puisqu'ils seront à une altitude de 400 km, il s'agira de satellites relativement bas. Ce que l'on pourrait faire, c'est lancer le missile standard des intercepteurs à 3 ou 4 km et demi par seconde, qui, soit dit en passant, est un missile de défense aérienne amélioré fabriqué par la Russie ou la Chine. Il n'aurait donc pas besoin de construire grand-chose pour pouvoir attaquer ces satellites à l'altitude de 400 km à laquelle ils opèrent. Et bien sûr, le système de défense antimissile basé au sol, avec un intercepteur beaucoup plus grand et plus rapide, pourrait atteindre 13 000 ou 14 000 km. Mais même le fait que ces systèmes existent aujourd'hui ne représente pas le même type de menace que le système basé dans l'espace,
car aucun de ces systèmes n'est capable d'atteindre les satellites en haute altitude, qui sont essentiels pour les capacités de combat, d'alerte précoce et de surveillance des États étrangers. Cela introduit donc un nouveau problème indépendant des capacités défensives. En d'autres termes, ce système va immédiatement et de manière évidente apparaître comme une menace anti-satellite gigantesque pour la Russie, la Chine et d'autres pays. Et il est difficile de savoir comment cela pourrait évoluer. Je ne sais tout simplement pas quoi prédire quant à la réaction des autres pays. Le problème, c'est que si l'on regarde la population de satellites en orbite, les orbites basses sont très densément peuplées. The low Earth orbits are very densely populated. There's a lot of things you want to do in low Earth orbits. So these Il y a beaucoup de choses que l'on souhaite faire en orbite terrestre basse. Ainsi, ces milliers d'intercepteurs spatiaux seraient placés sur ces orbites basses. Maintenant, si vous attaquiez ces satellites, vous créeriez d'énormes quantités de débris provenant des satellites détruits, des débris spatiaux. Il existe aujourd'hui des analyses techniques et scientifiques solides qui montrent que la quantité de débris générés serait si importante parce que ces satellites sont à basse altitude et que la densité de débris serait élevée, qu'il serait impossible de lancer de nouveaux satellites en orbite terrestre basse pendant des centaines d'années après un tel affrontement. Les débris seraient si denses que si vous mettiez un satellite en orbite, il ne survivrait que quelques semaines ou quelques mois avant d'être percuté par un fragment issu des destructions précédentes. Donc, vous excluriez littéralement les capacités des satellites à basse altitude pendant des centaines d'années, à moins d'avoir un système que personne ne semble savoir mettre en œuvre à ce jour, pour retirer tous ces débris des orbites satellites, car il n'y a pas assez de traînées aérodynamiques pour que ces objets retombent sur Terre. Il existe donc réellement la possibilité de créer d'immenses zones d'altitude où se déroulent actuellement et se dérouleraient à l'avenir des opérations satellitaires très utiles. Par exemple, aujourd'hui, il existe des satellites en orbite basse comme Starlink qui ne pourraient plus fonctionner. Starlink est utile parce qu'il est en orbite basse. C'est un système proliférant de satellites car ils n'ont pas besoin d'être très coûteux et ils sont très nombreux. Ils sont petits, peu coûteux, et les terminaux permettant de profiter de Starlink sont également bien moins chers et le seront encore davantage avec le temps. Ainsi, vous disposerez d'Internet par satellite, de communications basées sur les satellites, à une échelle beaucoup plus globale et abordable au fil du temps. Mais cela ne sera pas possible si vous détruisez ces satellites en orbite terrestre basse. Le véritable problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre une guerre dans l'espace sans en subir les conséquences pendant des centaines d'années pour l'utilisation de l'espace par l'ensemble de l'humanité. C'est le problème que pose aujourd'hui le déploiement de ce système. Sinon, c'est une bonne idée. Eh bien, comme il a commencé à le dire, c'est coûteux. Ce n'est peut-être pas très efficace, mais cela pourrait peut-être encourager des dirigeants politiques mal informés à penser qu'ils peuvent monter d'un cran dans l'escalade parce que l'adversaire serait obligé de reculer. Et bien sûr, pour l'adversaire, cela alimenterait une crainte qui nécessiterait un arsenal nucléaire plus important, Cela ne ressemble pas vraiment à une recette pour la sécurité et la stabilité internationale. Mais alors, qu'est-ce que cela implique pour les accords existants concernant la non-militarisation de l'espace? Eh bien, l'espace serait massivement militarisé. Je ne sais pas, à moins que des pays comme la Russie et la Chine choisissent de ne pas réagir à cette menace contre leurs satellites. Je ne sais pas ce qu'ils feront. Je veux dire, ce serait mauvais pour eux de réagir. Mais d'un autre côté, c'est un acte terriblement agressif de la part des États-Unis. Donc c'est imprévisible pour moi.
En tout cas, je ne peux pas prédire ce que les Russes et les Chinois choisiraient de faire. Une chose qu'ils pourraient choisir de faire de façon minimaliste serait de construire des intercepteurs basés au sol, qui sont très mobiles. Ils pourraient être lancés depuis des avions, par exemple. C'est possible de faire cela pour atteindre des satellites en orbite terrestre basse. Et ils concevraient la capacité de percer une brèche dans le système afin de pouvoir ensuite lancer des missiles, un plus petit nombre de missiles, à travers les brèches qu'ils auraient créées dans le système. Cela pourrait être une réponse minimale. Ils détruiraient tout de même un nombre important de satellites. Ils pourraient devoir détruire plusieurs centaines de ces satellites si la constellation était complète. S'ils voulaient lancer, disons, 5 ou 10 intercepteurs et être certains qu'ils ne pourraient pas être engagés par un système composé de plusieurs centaines de milliers de satellites spatiaux, il leur faudrait peut-être lancer quelques centaines d'intercepteurs antisatellites pour ouvrir une brèche dans le système afin de disposer d'un passage. Mais cela ne serait pas une provocation mineure du point de vue des Chinois ou des Russes. Mais je pense que ce serait la réponse la plus minimaliste. La réponse moins minimaliste serait qu'ils lancent leurs propres intercepteurs basés dans l'espace. Et les intercepteurs spatiaux seraient dirigés vers la constellation de satellites, pas nécessairement la constellation de satellites en orbite terrestre basse, pas nécessairement les ICBM ou les satellites à plus haute altitude. Mais nous pourrions leur donner la capacité d'atteindre les satellites à plus haute altitude afin d'établir une menace réciproque. Ce serait bien sûr une très mauvaise chose à faire, mais ce serait une réponse provoquée. Donc, aucune des réponses que je peux imaginer en supposant qu'il y ait des réponses n'est très bonne. Je veux dire, elle déstabiliserait toute profondément la situation, créant des délais d'alerte très courts pour les décideurs politiques de tous les côtés. Et c'est la dernière chose dont nous avons besoin. Nous devrions faire en sorte d'augmenter les délais d'alerte, car ils sont déjà beaucoup trop courts, beaucoup trop courts. Il fut un temps où ce genre de projet visant à militariser l'espace aurait provoqué un certain tollé et des réactions de la part de vos anciens collègues également. Y a-t-il la moindre opposition à cela? Parce que jusqu'à présent, la seule critique que j'ai vue concerne le coût élevé. Mais du point de vue de la sécurité internationale, c'est là que se situe la compétition sécuritaire. Je plaisante souvent avec beaucoup de mes collègues qui me parlent encore en disant que la communauté qui se définit comme la communauté du contrôle des armements aux États-Unis en particulier est en état de mort cérébrale. Ils ne s'intéressent pas à l'analyse. On voit toujours les mêmes choses sortir. Vous ne verrez pas cela dans aucune des publications de la communauté américaine du contrôle des armements. Ils parlent de coups et blablabla. Bla bla bla. Mais, vous savez, l'influence déstabilisatrice de cette capacité antisatellite, qui se manifesterait immédiatement dès le lancement même d'une très petite fraction d'un système antimissile, qui serait essentiellement incapable en tant que système antimissile, constituerait une capacité antisatellite gigantesque, écrasante et déstabilisatrice. Si vous pouvez me trouver une source qui parle de cela, cela m'intéresserait. Personne ne s'intéresse à ce sujet. J'écrivais autrefois pour le Bulletin of the Atomic Scientists, mais ils m'ont rejeté. Vous savez, ils m'ont rayé de leur liste d'auteurs, donc je n'écris plus pour eux. Et vous savez, je n'ai plus d'endroit où publier. Donc... Mais c'était en 2007 ou 2009 que la Chine a détruit son propre satellite météorologique. Et vous savez, à ce moment-là, il y a eu un certain tollé. Pourquoi créer des armes pour abattre des satellites? Ce n'est pas une direction que le monde devrait prendre. Eh bien, ça semble, oui, ce n'est rien de comparable. C'est très sérieux.
C'est très grave. Le test anti-satellite chinois a été une erreur gigantesque, je veux dire une erreur technique. Les personnes, je n'ai pas eu de contact direct, mais des contacts indirects avec des personnes très bien informées en Chine, et par leur intermédiaire, j'ai appris qu'un test anti-satellite était prévu, mais que les personnes impliquées dans la planification n'avaient pas pleinement mesuré le risque lié aux débris. Ils auraient pu réaliser un test qui aurait été bien moins problématique. Ce n'était pas intentionnel, mais cela montre encore une fois comment des conséquences imprévues peuvent survenir. Ce test chinois a considérablement aggravé le problème des débris, l'a vraiment aggravé. Une série d'incidents de ce genre pourrait finir par exclure l'accès aux orbites basses pour tout le monde. Mais Trump, récemment, ou il y a quelques semaines, a exprimé le désir de poursuivre une réduction des armes nucléaires. Mais il voulait un accord trilatéral, non seulement avec les Russes, mais aussi en impliquant les Chinois, car ce sont les trois grandes puissances mondiales. Mais cela saboterait certainement sa propre initiative, n'est-ce pas? Je veux dire, les Chinois et les Russes ont-ils la capacité de réduire leurs arsenaux nucléaires si les États-Unis construisent en même temps ce dôme doré? Je veux dire, si vous êtes logique, si vous lisez le préambule du traité ABM de 1972, vous n'avez pas besoin de faire 10 ans d'études pour en comprendre la logique. Et les États-Unis insistent depuis longtemps sur le fait qu'il n'y a aucun lien. Cela, après que les États-Unis ont abrogé le traité ABM sous George W. Bush. Mais il y a ces gens, je crois que vous les avez appelés les néoconservateurs. Ils ne sont pas seulement irrationnels de la manière dont vous les avez décrits, ils sont irrationnels à d'autres égards. Et la logique de ces gens, il n'y a aucune logique dans ce qu'ils disent. On ne peut pas avoir des défenses antimissiles massives, même en apparence, sans même parler de capacité réelle, et s'attendre à des réductions d'armement. Ce n'est pas possible. Personne ne le fera. C'est aussi simple que ça. Vous savez, il ne sert à rien de se lancer dans des spéculations insensées. Mais tout de même, vous auriez une idée éclairée des types de réactions que vous obtiendriez de la part des puissances nucléaires, principalement la Russie et la Chine. Comment réagiraient-elles? Eh bien, les Russes et les Chinois ont fait des déclarations publiques ensemble, disant en gros que cela serait extrêmement déstabilisant. Ils n'ont pas donné de détails sur les raisons, mais il n'est pas nécessaire de faire mon analyse. Il suffit de reconnaître que le lien entre la défense et l'attaque est indissociable. Je veux dire, il y a une connexion logique. Donc, je ne sais pas à quoi il faisait référence en particulier. Cela ne m'étonnerait pas qu'il ne soit pas au courant du potentiel anti-satellite que ce type de défense spatiale possède, car, certainement aux États-Unis, il y a si peu d'analyses menées. Même lorsque j'étais au Pentagone, il y avait si peu d'analyses. C'était tout simplement difficile à croire. Je veux dire, j'étais ce célibataire qui travaillait au sous-sol du Pentagone. Tout le monde me disait, Ted, monte à Leering, tu sais, l'étage supérieur de Leering où se trouvait le chef des opérations navales, parce que j'étais conseiller auprès du chef. Je répondais, non, je veux rester au sous-sol parce que personne ne vient m'y déranger. Je peux faire de l'analyse. Je n'ai pas à passer mon temps à courir à tous les briefings qui n'apportent aucune information. Je peux faire de l'analyse. Et tu sais, certaines des analyses que j'ai faites étaient très importantes. J'ai évité aux États-Unis de déployer le MX à espacement rapproché. 3 des 5 chefs d'état-major interarmés ont voté contre grâce à une analyse que j'ai réalisée. Les agences de renseignement, ce n'est pas quelque chose que j'ai découvert parce que quelqu'un dans les agences de renseignement me l'a signalé et que je l'ai ensuite transmis au chef.
J'ai découvert la vulnérabilité fondamentale du système parce que je faisais une analyse indépendante. Je suis allé voir le chef et je lui ai expliqué ce problème. Ensuite, il s'est tourné vers la communauté du renseignement et a demandé « Est-ce que ce conseiller un peu fou que je sais de quoi il parle ?» Et ils ont répondu « Oui, nous avons examiné son analyse. Elle est correcte. » Ensuite, il est allé voir l'état-major interarmé et a obtenu que 3 des 5 membres votent contre le déploiement. C'est la première fois dans l'histoire des chefs d'état-major interarmés que cela s'est produit. Cela n'était jamais arrivé auparavant et cela n'est jamais arrivé depuis. Voilà le niveau de soutien analytique qui existait au Pentagone lorsque j'y étais. Et il est encore plus faible aujourd'hui. Je veux dire, Donald Trump dit, peut-être qu'il est exact, peut-être pas, qui sait, il dit qu'il n'était pas au courant d'une attaque de drone visant à tuer Poutine. C'était sa déclaration lors d'une interview qu'on ne l'avait pas informé de cela. On se demande alors que font nos services de renseignement. De quoi informe-t-on le président? Vous savez, Bill Perry était un collègue à Stanford et j'ai passé du temps à discuter avec lui. Je suis allé le voir et je lui ai parlé d'une analyse que j'avais faite sur une fausse alerte russe survenue en 1986. Ce n'était pas aussi grave que beaucoup le prétendent, mais cela a tout de même révélé de sérieux problèmes dans le système d'alerte russe. Et Bill Perry était alors secrétaire à la Défense. Je lui ai décrit la situation et je lui ai demandé s'il avait été informé de cet incident. Et Bill m'a répondu, « Non, je n'avais aucune idée que cela s'était produit avant que vous ne m'en parliez à l'instant. » À son crédit, il a été franc à ce sujet. Mais quel genre de système de renseignement ne prévient pas le secrétaire à la Défense que les Russes ont eu une fausse alerte précoce qui aurait pu entraîner un lancement accidentel massif depuis la Russie? Il n'en a jamais été informé, même pas mal informé. On ne lui en a tout simplement jamais parlé. C'est pourtant un problème. Lorsque vous cherchez à contrôler le flux d'informations pour influencer la prise de décision, vous pouvez vous retrouver dans cette situation. Eh bien, c'est une question de compétence. C'est une question de compétence bureaucratique. C'est de la politisation. C'est de l'inflexibilité bureaucratique. La communauté du renseignement aux États-Unis est un cauchemar bureaucratique. J'ai beaucoup de sympathie pour Tulsi Gabbard dans ses tentatives de réformer le système. Je doute qu'elle puisse réussir, mais j'espère me tromper. Je pense qu'elle est tout à fait capable, donc j'espère qu'elle pourra y parvenir. Mais il est clair pour moi qu'elle n'a pas pu obtenir suffisamment de changements dans le court laps de temps où elle a été là. On ne peut pas lui en vouloir pour cela. Parce que comment Trump aurait pu ne pas être informé qu'il y avait une tentative de tuer Poutine avec des drones? Et laissez-moi vous dire, il y avait toutes ces personnes autour. Certains d'entre eux étaient mes anciens collègues à Stanford, comme ce type Mike McFaul qui me rend fou. Et il parle toujours de se débarrasser de Poutine. Monsieur McFaul devrait réfléchir à ce qui pourrait arriver à la place. S'il se débarrassait de Poutine, qui pourrait le remplacer? Et c'est ça, l'état d'esprit des décideurs politiques américains. Ils parlent, parlent et parlent. Ils diabolisent ce type qui, vous savez, je ne suis pas obligé de l'aimer. Je ne pense pas que Monsieur Poutine soit Monsieur adorable, mais il est, vous savez, un Metternich des temps modernes. Vous savez, c'est un stratège brillant. Et passez tout votre temps à le diaboliser, plutôt qu'à essayer de le comprendre, et parler de s'en débarrasser comme s'il n'y aurait aucune conséquence négative, comme s'il était la source du problème. Ce n'est pas lui la source du problème. Je veux dire, le niveau de naïveté que montrent les soi-disant néoconservateurs, qui se considèrent comme des réalistes, dans presque chacune de leurs déclarations, est choquant.
Et c'est choquant que les gens l'acceptent. Je veux dire, vous avez raison de demander pourquoi les gens ne sont pas indignés. Pourquoi les gens ne sont-ils pas indignés depuis des décennies? J'ai du mal à y croire. Donc vous savez, mais que peut-on faire? Eh bien, cette irresponsabilité m'amène un peu à ma dernière question, qui concerne davantage un événement récent, cette attaque contre les bombardiers nucléaires russes. Je veux dire, c'est, eh bien, je suppose, choquant à bien des égards. D'abord, que quelqu'un ait pu aller aussi loin dans l'escalade. Mais ensuite, il y a le manque de clarté quant à l'implication des pays de l'OTAN dans la planification. Et je dirais que ce qui est encore pire, ce sont les réactions qui ont suivi. Il y a presque eu une célébration dans les médias et aucune condamnation de la part de nos responsables politiques, comme si critiquer cela revenait à prendre le parti de la Russie. Je veux dire, il y a quelque chose de vraiment inquiétant là-dedans. Il s'agit désormais d'une attaque directe contre les bombardiers nucléaires russes, probablement avec l'implication de l'OTAN. Et il n'y a rien. Je dirais sûrement avec l'implication de l'OTAN, ou sûrement avec l'implication américaine. Maintenant, il se peut que cela n'ait pas été bien planifié. Il se peut que les Ukrainiens n'aient pas reçu ces données de renseignement récemment, mais ces systèmes stratégiques ont tendance à rester dans des emplacements relativement fixes. Donc vous savez, ces informations ont dû leur être fournies par les Américains ou par les Britanniques qui auraient eu accès aux informations américaines et les auraient ensuite transmises. Et si j'étais Tulsi Gabbard, je poserais des questions. D'où viennent ces informations? Je serais vraiment furieuse. D'où les Ukrainiens tiennent-ils ces renseignements? Parce qu'ils ont forcément dû les obtenir de nous, les Américains, d'une manière ou d'une autre. Les Britanniques les avaient aussi. Et l'OTAN aussi. Parce que ce genre d'information est partagé avec ces pays. Qui leur a donné ces données? Et il devrait y avoir des têtes qui tombent. Il devrait y avoir des déclarations publiques disant que, vous savez, cela a été inacceptable. C'était non autorisé. Rien de tout cela ne devrait se produire. Cela montre simplement que la direction politique occidentale est en état de mort cérébrale. Ces gens n'ont aucune idée de la gravité de ce genre de comportement. Une attaque directe contre les forces stratégiques de la Russie, l'ancienne Union soviétique. Vous savez, cette attaque qui a eu lieu contre le radar d'alerte avancé à Armavir, incroyable. C'est ce qui m'a valu mon statut de star d'Internet. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'exprimer en ligne, parce que j'étais tellement préoccupé, puisqu'il y a si peu d'analyses ou d'explications réelles sur la signification de ce type d'attaque. Mais attaquer les forces de bombardement stratégiques de la Russie, c'est inimaginable. Et c'est le genre de choses qui aurait dû être stoppées immédiatement lorsque l'attaque contre le radar d'Armavir a eu lieu. Il aurait fallu informer les Ukrainiens. Si vous lancez une autre attaque comme celle-ci, vous serez seul. C'est ce que j'aurais dit. Vous voulez vous battre? Vous serez seul. Vous ne recevrez plus d'armes de notre part. Vous n'aurez plus rien de nous. Nous n'allons pas risquer une guerre nucléaire mondiale parce que vous voulez vous battre avec les Russes. C'est ce que j'aurais fait. Maintenant, bien sûr, je ne serai jamais. Vous savez, même la communauté américaine du contrôle des armements ne veut pas que je parle. Mais ce qui se passe actuellement est tout simplement horrible. Et la gauche politique est tout aussi coupable que la droite politique. C'est incroyable. Le système est en état de mort cérébrale. Il n'apprend rien, il ne sait rien et il n'apprend rien. C'est une combinaison assez remarquable. Et si l'on ajoute à cela l'idée qu'il serait bon de se débarrasser de Poutine, je veux dire, la raison pour laquelle la Russie a fait preuve de beaucoup de retenue et d'un certain sang-froid, c'est parce que Poutine a beaucoup de crédibilité. Si vous vous débarrassiez de lui et qu'un dirigeant plus vulnérable, plus exposé, prenait sa place,
comment ne seraient-ils pas obligés de réagir à cela? Cela pourrait déclencher leur doctrine de riposte nucléaire. Je veux dire, j'ai du mal à croire que c'est la réalité, que nous attaquions les forces nucléaires stratégiques de la Fédération de Russie. C'est ahurissant. Je me sens beaucoup plus à l'aise en sachant que Poutine est à la tête de la Russie en ce moment, plutôt que certains autres acteurs, parce qu'il est resté concentré sur l'essentiel. Je ne pense pas qu'il ira, je veux dire, il ripostera, il fera certaines choses, mais ce ne sera pas une escalade comme ce qui a déjà été fait, j'en suis assez sûr. Peut-être que je me trompe, mais il doit être sous une pression énorme. C'est uniquement parce que tout ce qu'il a fait a si bien fonctionné pour la Russie qu'il pourra résister à la pression de faire quelque chose de vraiment escalatoire. Et ce serait une grave erreur et un grand danger pour tout le monde, surtout autant pour la Russie que pour les autres. Et puisque sa préoccupation est la Russie et le bien-être de la Russie, et qu'il comprend qu'une escalade ne serait bénéfique pour personne, j'espère qu'il saura garder la situation sous contrôle. Mais c'est difficile à croire. Et la réaction occidentale est juste, je ne sais même pas quoi dire. C'est de l'imprudence, de l'aveuglement, de la stupidité. Je veux dire, le caractère hallucinant même d'envisager ce genre de choses. Je n'ai tout simplement pas le vocabulaire pour le décrire. Malheureusement, je ne l'ai pas. La folie, je pense, est le mot juste. Mais non, ce que je crains, c'est que les Iskander commencent à pleuvoir. Eh bien, pourquoi? Parce que cela ne serait pas impensable en réponse à une attaque contre leurs forces nucléaires. Non, ce ne serait pas impensable. Les Iskander pourraient très bien être une réponse. Non, ils ne le feraient pas. J'ai effectué des analyses supplémentaires à leur sujet, si jamais nous en voyons davantage. J'ai également mené des travaux complémentaires sur eux avec des ogives explosives. Mais, vous pensez qu'ils sont fonctionnels, opérationnels, disponibles en quantité suffisante? Eh bien, je ne sais pas. Les rapports indiquent qu'ils en fabriquent en quantité. Il n'en faut pas beaucoup. Quelques dizaines pourraient causer beaucoup de dégâts. Je ne pense pas qu'il s'agisse de l'arme révolutionnaire que certains ont décrite, mais ce sont des armes redoutables. Et je pense qu'elles pourraient être utilisées avec beaucoup d'efficacité. Professeur Postol, merci beaucoup pour votre temps. C'est toujours intéressant et terrifiant de parler avec vous. Je vous en suis reconnaissant. Comme je le dis souvent, j'espère que j'ai gâché votre journée, vous l'avez sûrement fait, alors merci, au revoir. Thank you. Bye bye.